Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Vous regardez les EdTech Mondays UMOA et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur les défis majeurs, mais aussi les formidables opportunités qui jalonnent le parcours des startups EdTech dans l'espace UMOA. Comment ces jeunes pousses innovent-elles malgré les obstacles? Quel rôle joue l'écosystème pour les accompagner, les propulser, les connecter aux besoins réels du terrain? Pour en parler, nous recevons les fondateurs de deux jeunes entreprises prometteuses, l'une basée au Bénin et l'autre au Sénégal. Deux acteurs qui redéfinissent aujourd'hui les contours de l'EdTech sur notre continent. À leur côté, une représentante du Centre d'innovation sociale EtriLabs, véritable catalyseur de talents et de projets EdTech en Afrique. Je suis Alexis Lekogo, Naomi Kofi Kwaku est notre interprète en langue des signes et voici nos invités. Amael Talla, programme manager du Mastercard Foundation EdTech Fellowship au sein d'EtriLabs. Grâce à ce programme, EtriLabs accompagne les startups EdTech dans leur structuration, leur croissance et leur passage à l'échelle en catalysant leur impact sur le terrain. À ses côtés, Ousseynou Diop, fondateur et président-directeur général de Xarala, une entreprise sénégalaise engagée pour l'éducation et l'entrepreneuriat qui œuvre à l'ancrage du continent dans l'économie numérique. Nous recevons également Hakim Wake, CEO de Logeco, une start-up béninoise qui développe des solutions intégrées pour optimiser la gestion pédagogique et administrative des établissements scolaires. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour aborder cette belle thématique. Le plaisir est partagé. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Débutons cette première discussion avec l'accompagnement catalyseur de croissance. Donc, l'accompagnement est un levier clé pour les startups EdTech, mentorat, formation, financement, réseau. Mais dans un secteur encore jeune, celui des technologies éducatives, quels sont les outils les plus efficaces pour transformer le potentiel en réel impact? On en parle tout de suite. Amael, peux-tu nous expliquer en quoi un bon accompagnement est essentiel pour une startup? Pourquoi cela est-il si déterminant? Alors, c'est essentiel pour une start-up d'être accompagnée. Aujourd'hui, il y a un dicton qui dit « seul, on avance vite, ensemble, on avance loin ». Et c'est exactement ça qu'il faut implémenter pour les start-up. Aujourd'hui, on se retrouve avec des entrepreneurs qui ont tendance à être isolés. Donc déjà, l'accompagnement va leur permettre d'être entourés de personnes qui s'y connaissent. Souvent, les entrepreneurs vont avoir une expertise dans leur domaine clé, mais par exemple, ils vont pas avoir d'expérience sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est financement. Et c'est là où l'accompagnement va leur apporter une expertise clé sur ces domaines d'action. Donc, par exemple, chez EtriLabs, on met à la disposition des entrepreneurs, des experts, le VSA qui est le Venture Success Advisor qui va accompagner les startups sur ces domaines d'activité clés. On met également à sa disposition des mentors et ces experts-là vont vraiment permettre à la startup de se développer et d'évoluer sur des sujets sur lesquels elle ne s'y connaît pas forcément. On va également fournir le financement qui derrière va permettre de mieux tester son business model et puis on va offrir également des opportunités et l'accès à un marché en présentant des investisseurs et d'autres acteurs clés de l'écosystème. Et ça, c'est primordial pour permettre à l'entrepreneur de se développer, mais également pour dérisquer la start-up et lui permettre d'avoir une réussite vraiment sur le long terme. Intéressons-nous maintenant à quelques chiffres. Selon le rapport 2023 de l'African EdTech Ecosystem Project et de la GSMA Mobile Economic West Africa, 45% des startups EdTech évoluent sans soutien structuré. Quelle lecture fais-tu de ce taux et quelle influence sur l'écosystème EdTech régional? Donc c'est un chiffre qui est préoccupant et révélateur, surtout quand on le met en parallèle au fait qu'aujourd'hui, les startups qui sont accompagnées ont 3 fois plus de chances de survivre après 3 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a moins de 50% des startups qui sont accompagnées et derrière, ces startups ont moins de chances de survie. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, 70% des startups échouent après 2 à 5 ans. Donc ça veut dire que ne pas avoir d'accompagnement, c'est vraiment augmenter le risque d'échec de ces startups-là. Et ça, c'est encore plus vrai dans les EdTech où on a des cycles de vente qui sont très longs et où c'est très important de bénéficier d'un accompagnement à la fois opérationnel mais également sur la stratégie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, même quand on parle de levée de fonds, les startups qui ont un accompagnement ont 2 à 3 fois plus de chances de lever des fonds.
Et donc, c'est très important de bénéficier de cet accompagnement-là. Pour ce qui est de l'écosystème, déjà, on sait que si elles bénéficient pas d'accompagnement, on se retrouve souvent avec des entrepreneurs qui font partie de l'élite des entrepreneurs, donc c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de se financer eux-mêmes, de bénéficier d'un accompagnement que les autres ne peuvent pas. Donc on se retrouve avec un écosystème qui est élitiste et qui ne représente pas dans les tech l'éducation de façon globale et dans les régions par exemple, des régions rurales ou les régions, des populations plus marginalisées. Et puis également, ça crée un écosystème où il y a un manque d'innovation, où on se retrouve avec très peu de scale-up, et où clairement, on a un manque de synergie qui est créé entre les startups. L'accompagnement, une étape déterminante pour propulser les startups EdTech sur notre continent. Intéressons-nous justement à une startup qui a été accompagnée. Elle est basée à Cotonou, au Bénin. C'est la startup de Hakim Waké, le fondateur de Logeco. Hakim, merci d'être avec nous. Dis-nous, ta startup a été accompagnée dès ses débuts. Quel impact concret cela a-t-il eu sur ton parcours en tant qu'entrepreneur? Honnêtement, au début, non, non. On était sur le terrain, on avait les challenges, on avait nos utilisateurs qui adoraient notre solution. On s'est juste dit, si on réussit à le faire, on va gagner de l'argent et ça s'arrête là. Mais très vite, on a eu nos limites. On a commencé à avoir des questions plus profondes, des questions de business model, des questions de stratégie, de structuration de l'équipe. Et c'est là l'accélération avec Etrilabs et la Fondation Mastercard a commencé. Et ça a changé beaucoup de choses. Le premier aspect, c'était vraiment la vision. On a été challengé sur la vision. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Quel est notre objectif, notre vision à long terme? Et tout ce qui a découlé, structuration de l'entreprise, la manière dont on abordait nos prospects, les directeurs d'école, comment on réglait vraiment le problème. Et tout ça, ça a été fait avec la pression du challenge. Mais honnêtement, aujourd'hui, on peut le dire, cette accélération a été bénéfique et a changé même notre manière de voir l'entrepreneuriat. C'est comme avoir des cerveaux supplémentaires dans son équipe. Et je pense que c'est vraiment important pour un entrepreneur. Ousseynou, ta startup a également été accompagnée, Rarala. Lors de ce processus, quelles étapes ont été les plus décisives pour toi pour permettre à ta startup de passer à l'échelle? L'accompagnement chez Etherlabs pour le programme Mastercard Foundation et Tech Fellowship a été très bénéfique. Avant de rejoindre le programme, nous étions sur beaucoup de terrain. On avait 3 à 5 produits différents. Mais en rejoignant le programme, nous avons limité notre champ d'action. Au lieu d'essayer de faire du mentorat, du coaching, des cours en ligne et des bootcamps, nous avons discuté avec les experts et ils nous ont guidés à faire qu'une seule chose, c'était les bootcamps. Un bootcamp, c'est quoi? C'est un programme structuré, intensif, qui dure entre 3 et 6 mois et qui permet à un apprenant d'être opérationnel sur le marché de l'emploi. Comme on le sait nous tous, dans notre système éducatif, il y a souvent une inadéquation entre ce qu'on apprend et les vrais besoins du marché. Et Charala existe pour combler ce gap. Et avec l'accompagnement du programme Mastercard Foundation et Tech Fellowship, nous avons redéfini notre business model et nous sommes maintenant prêts à escaler notre modèle. Ousseynou, comment compares-tu ta période avant et après accompagnement? Avant de rejoindre le programme, nous étions sur 100 à 150 prospects apprenants par mois. En rejoignant le programme, nous avons bénéficié de mentorat le mentor nous a aidé aujourd'hui à avoir des stratégies de croissance accrues. Aujourd'hui, nous sommes à environ 5 000 à 6 000 apprenants par mois grâce au programme. Si je compare 12 mois avant le programme et 12 mois après, aujourd'hui, nous sommes à 25 000 apprenants qui sont inscrits sur la plateforme et nous comptons doubler ces chiffres. Hakim et Ousseynou, sincèrement, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer vos structures respectives, Logeco et Rarala? On commence avec toi, Ousseynou. Pour Khala, moi, il y a de cela 8 ans, je travaille dans une start-up ici au Sénégal. J'étais leur lead développeur. Donc, j'ai dirigé une équipe de développeurs. J'ai recevais beaucoup de jeunes qui venaient des écoles, souvent Bac+3, Bac+5. Mais tous ces jeunes avaient le même problème. C'est-à-dire, ils ont des connaissances. Si vous les posez des questions, ils peuvent répondre. Mais ils n'avaient pas la main sur les outils que les entreprises utilisaient.
C'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider ces jeunes? Surtout si on regarde le numérique, le potentiel est immense. On peut aujourd'hui être dans un quartier de la banlieue et trouver des opportunités sur Internet pour travailler. C'est là où que nous avons lancé Harala. Hakim, dis-nous maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer Logeco? Alors, tout est parti d'un constat. L'éducation africaine, elle est pleine de potentiel, mais elle est très mal outillée. En tant que fils de directeur, mon cofondateur et moi, on a pu toucher vraiment de l'intérieur ce que ça faisait pour chacun des acteurs, les écoles, les enseignants, les parents, d'essayer d'éduquer sans les bons outils. Et nous, on faisait ce travail déjà au niveau des entreprises. On a vu cette opportunité comme un moyen de réconcilier l'Afrique et l'éducation grâce à la technologie. C'est ce qui nous a motivés principalement. Mais une fois qu'on a fait nos premiers pas dans ce domaine, on s'est rendu compte à quel point la situation était grave. Les acteurs prennent plus de temps à s'occuper de tâches administratives qu'à éduquer les enfants. Et cette situation n'est pas forcément plaisante parce que les résultats qu'on a sur le terrain font sens. Notre challenge, et donc ce qui a amené à créer Logeco, c'était de régler ce problème en outillant au mieux avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, les acteurs de l'éducation. Et c'est là notre passion pour les tech a commencé et elle continue jusqu'à ce jour. Amaël, maintenant, quel regard portes-tu sur les solutions EdTech développées par Havala et Logeco? Quelle contribution apportent-elles à l'écosystème EdTech régional? Alors déjà, aujourd'hui, les solutions que Logeco et Harala apportent répondent à un vrai besoin spécifique. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de EdTech qui ont tendance à développer une solution et un produit qui ne répond pas à un vrai besoin juste pour pouvoir les développer. Alors que là, quand je prends l'exemple de Harala, on a vraiment le problème de l'employabilité qu'il essaie de régler grâce à une offre de formation dans tout ce qui est numérique, parce qu'il y a un besoin en ce sens. La deuxième chose, c'est que ce sont des solutions qui ont une forte volonté d'inclusion. Donc, c'est des solutions qui déjà sont à des prix moindres par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché et qui ont une volonté et une vocation de toucher les personnes dans les zones rurales, de, par exemple, définir des formations pour, quand je prends Harala, dans des langues comme le Wolof, et donc vraiment de donner accès à un maximum de personnes à ce qu'ils offrent aujourd'hui. Donc c'est 2 startups que j'ai vues se développer tout le long de l'accélération et qui, pour moi, ont un fort potentiel de développement et qui serviront d'exemple, en fait, pour les futurs EdTech à venir au Bénin et au Sénégal. Amaël, avant de débuter cette deuxième partie, peux-tu nous dire la différence entre une incubation et une accélération? Parce que ce sont des termes qui reviennent souvent dans cette émission pour les jeunes start-upers qui nous rencontrent, surtout lorsqu'il s'agit d'accompagnement. Peux-tu nous expliquer cela? Alors, c'est effectivement 2 termes que les gens ont tendance à confondre et qui sont pas les mêmes. Quand on parle d'incubation, on parle vraiment d'une start-up qui naît au sein de l'incubation. Donc, on l'aide à créer son prototype, à créer son business model. On crée l'entreprise presque de toutes pièces lorsqu'elle est incubée et on l'aide à commencer à éclore. Lorsqu'on parle d'accélération, on parle de start-up qui sont déjà créées, qui ont déjà un prototype qui a été testé, qui ont déjà des premiers utilisateurs et en fait, on va les accélérer, c'est-à-dire qu'on va propulser leur développement, mais elles ont déjà leur base, elles savent déjà ce qu'elles veulent, elles ont déjà leur business model qui est défini. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir leur développement le plus possible. Et avec l'existence de telles entreprises et initiatives, on peut dire que l'EdTech se développe dans notre espace UMOA. Cependant, les startups doivent encore relever de nombreux défis. Justement, parlons-en. Hakim, quelles difficultés majeures as-tu rencontrées dans le développement de ta solution EdTech? Comment as-tu surmonté ces obstacles? Oui, bien sûr. Dans le déploiement de notre solution, nous avons rencontré des challenges. Il faut savoir que nous avons commencé en zone rurale et le premier challenge que nous avons rencontré, c'est la résistance au changement. Il faut savoir qu'il y a des écoles qui ont des processus qui sont là depuis 5 ans, 10 ans et qui ne veulent pas forcément changer leurs habitudes. Là, il a fallu discuter avec elles, faire des présentations, leur montrer vraiment en quoi la solution change leur manière de fonctionner, augmente l'impact. Et je dirais le second point, c'est bien sûr l'accès à la technologie. Parce que dans le monde rural, comme en zone urbaine, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter un ordinateur et d'avoir une ligne Internet stable. Et pour ça, on a dû revoir notre solution pour la rendre simple à utiliser, disponible sur tous les différents types d'appareils, que vous ayez un smartphone, une tablette, un ordinateur, la solution marche avec une connexion vraiment faible.
Ça nous a permis d'avoir les directeurs d'école qui, depuis leur téléphone, gèrent leur école aujourd'hui. Et le dernier point serait le coût d'acquisition. Bien sûr, en zone rurale, on ne peut pas se permettre d'avoir un coût qui est élevé. On a fait le choix de miser sur vraiment cet impact et ce changement en gardant un coût accessible, ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui une solution qui s'adapte à tous les niveaux et qui fonctionne pour toutes les écoles. Merci Hakim. Ousseynou, se lancer dans l'entrepreneuriat est un véritable challenge. C'est des défis à relever tous les jours. Quel choix tu as dû faire pour adapter tes solutions EdTech au contexte local et pour les rendre plus accessibles et au plus grand nombre? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs acteurs sur le marché quand on parle de l'éducation, surtout en ligne. Mais 90% de ces solutions ne sont pas adaptées au contexte locaux africains. Nous, quand on débutait, on faisait des cours en ligne. Par la suite, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de connexion Internet chez eux. C'est pour cela que nous avons travaillé sur ce qu'on appelle des espaces collaboratifs, où le jeune peut venir, amener son ordinateur et travailler sur place. L'autre choix stratégique que nous avons fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut que le contenu soit accessible, quelle que soit la langue. Nous, aujourd'hui, chez Farala, vous pouvez vous former avec les langues locales africaines. Nous avons commencé par le Wolof, mais nous allons continuer à intégrer d'autres langues. Un autre choix stratégique, c'est de rendre le contenu disponible offline aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux télécharger le contenu, la vidéo, pour la regarder ultérieurement. Et ça supprime ce qu'on appelle la barrière de connexion Internet. Plus de ces challenges, nous avons un autre challenge, un autre défi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas des moyens pour payer des financements. Pourquoi nous travaillons avec d'autres partenaires publics, privés, des RSE, pour chercher des bourses. Ce sont des bourses que nous avons trouvées, que nous donnons aux jeunes qui sont dans des milieux un peu défavorisés pour leur permettre de se former. Donc aujourd'hui, grâce à ces choix stratégiques, quel que soit le niveau de la personne, la langue qu'elle parle, la zone où elle se trouve, elle peut se former grâce à Sarala. Vous êtes toujours à la recherche de solutions innovantes et impactantes pour renforcer vos actions. Amaël, dans les startups que tu accompagnes, K3 Labs accompagne au quotidien, quels sont les défis ou les problèmes qui reviennent le plus souvent? Et est-ce que certains peuvent-ils être anticipés dès la phase d'idéation, c'est-à-dire dès la phase de création de l'entreprise? Alors, il y a 3 problèmes majeurs que je retrouve souvent et qui sont vraiment au cœur de toute start-up, même en dehors de EdTech. La première, c'est de pouvoir définir un problème. J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui vont voir un problème qui est propre à eux et qui vont décider de le généraliser sans s'assurer qu'elles répondent à un vrai problème généralisé qui est applicable à tous. La deuxième chose, ça va être au niveau du business model. C'est très dur d'avoir un business model périn pour une start-up EdTech. Donc savoir aujourd'hui qui sont ces acheteurs, à quelle fréquence ils vont acheter, est-ce qu'on fait du B2B ou du B2C, est-ce qu'on a un modèle scalable. Donc tout ça, c'est très important et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à vouloir s'égarer au gré des opportunités et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Et puis la troisième chose, c'est le modèle d'acquisition. Donc s'assurer qu'on a des clients réguliers qui vont venir à chaque fois, qu'on réussit à les fidéliser, qui vont payer. Donc tout ça, ça rejoint aussi le problème dont Hakim parlait, qui est l'accès en fait à l'éducation et le fait d'éduquer autour des EdTech. Donc est-ce que les gens ont l'habitude d'utiliser les EdTech et d'utiliser tout ce qui est online. Donc derrière, il y a pouvoir faire une éducation autour de ça. Et maintenant, bien sûr, c'est des choses qui peuvent être réglées en amont si on se pose les bonnes questions. La première chose, c'est qu'il faut pouvoir créer sa start-up en incluant tous ceux qui sont concernés et pas seulement en se disant j'ai mon problème donc voilà je trouve la solution. Il faut intégrer les parents, les élèves, le système éducatif, pouvoir intégrer les professeurs s'ils sont concernés et s'assurer qu'on inclut tout le monde pour que la solution réponde à un vrai besoin. La deuxième chose, c'est derrière de pouvoir créer
un business model périn en testant très rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle le prototypage. Donc, pouvoir vite tester, voir si ça marche et ensuite derrière ajuster très vite. Et c'est là où quelque chose comme EdTech EdTech Spark, qui est un programme qu'on a créé qui vise à incuber des startups EdTech, est très utile. Et puis, la dernière chose, c'est de pouvoir viser 2 business models essentiels, un ou 2, en tout cas ne pas s'égarer avec plusieurs business models pour vraiment derrière se dire: «Voilà si ça voilà est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas?» et derrière continuer son chemin en fonction. Merci à Maël pour ces bons conseils, des recommandations que vous avez suivies. Où c'est nous lors du développement de votre startup, lors de son accompagnement. Il est important de souligner que dans cette discussion, nous abordons des problématiques et thématiques essentielles sur le développement des entreprises EdTech sur notre continent. Malgré ces difficultés que nous avons abordées précédemment, les startups EdTech sont aujourd'hui des actrices du changement et de l'innovation dans le domaine de l'éducation. Alors comment mieux les valoriser, les connecter et les soutenir? Amaël, l'une des recommandations clés de la conférence d'Abuja sur l'écosystème EdTech est le partenariat public-privé. Comment tu vois le rôle de ces partenariats pour l'avenir de l'EdTech? Quel effort faut-il renforcer pour lever les freins structurels? Alors, ces partenariats entre public-privé sont très importants. Aujourd'hui, l'éducation et le ministère de l'Éducation et le public de façon générale est le premier à pouvoir donner accès à l'éducation. Et derrière, on a ces EdTech qui ont des technologies qui sont innovantes et qui peuvent toucher des zones et des personnes qui jusque-là étaient mises à l'écart par tout ce qui est système éducatif. Donc, c'est très important qu'ils puissent collaborer pour vraiment derrière promouvoir un système éducatif durable et pérenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le partenariat public-privé est essentiel pour favoriser le financement de tout ce qui est EdTech. Aujourd'hui, avec l'aval et avec la promotion par tout ce qui est public de ces EdTech, on a la chance et ça donne la possibilité de pouvoir bénéficier de beaucoup de financement par les investisseurs privés. Deuxième chose, et puis la troisième chose, c'est que on peut pas parler de EdTech sans inclure le ministère et sans inclure tout ce qui est public. Nous, par exemple, aujourd'hui, on met en place un partenariat avec le ministère de l'Éducation et avec tout ce qui est professeur du public. Quand je dis nous, c'est EdTech dans le cadre du programme Mastercard Foundation EdTech Fellowship, pour nous assurer que ce que développent les EdTech répondent à un réel besoin et pour nous assurer qu'on puisse travailler avec le ministère pour derrière avoir des curricula qui puissent être intégrés dans le public. Nous continuons, parlons de l'avenir des EdTech sur le continent. Selon toi, quelles sont les prochaines étapes pour que les solutions EdTech de Harala touchent davantage d'apprenants? As-tu des ambitions régionales et quel message souhaites-tu adresser aux bailleurs ou encore à l'État? Aujourd'hui, si on regarde Sarah de manière générale, c'est que nous sommes au Sénégal et on essaye d'aller en Côte d'Ivoire, Bénin et Togo. C'est la prochaine étape. Mais avant d'arriver là-bas, nous sommes en train de travailler sur la plateforme, de la rendre beaucoup plus accessible, comme ajouter des fonctionnalités offline, ajouter des fonctionnalités de personnalisation avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Après cette étape, là, on va réfléchir sur comment escaler le business model dans d'autres pays de l'UEMOA, de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest francophone. Après cette étape, c'est là où on va réfléchir sur comment déployer la solution dans les autres pays Afrique anglophone de manière générale. Très belles ambitions. Retrouvant Hakim, tu travailles avec les écoles, un maillon complexe du système éducatif. Penses-tu qu'à terme, les startups EdTech puissent devenir des partenaires permanents des politiques publiques? Quelles conditions, selon toi, faut-il réunir pour que cela devienne une réalité? Oui, absolument. Je pense que c'est déjà le cas avec nos gouvernements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les startups sont beaucoup plus agiles. Elles ont la possibilité de faire plusieurs essais, de se mouvoir en termes de décision, de pivoter. Et c'est un avantage non négligeable. Pendant que le gouvernement a la force de la loi, a la force de la grande stratégie, de cette expansion sur des années. Et que ce mélange apporterait en fait la stabilité qu'il faut pour les techs. Et je pense qu'on finira par arriver parce que les startups ont la capacité à se réinventer
et l'État à pérenniser les choses et que ce mélange fera un grand bien à l'EdTech. Donc pour moi, oui, il faudra un partenariat public-privé où les startups joueront un rôle beaucoup plus important. Merci à tous pour votre participation à cette émission. Merci pour vos éclairages respectifs sur l'accompagnement des startups EdTech, sur les enjeux et défis de cet écosystème émergent sur notre continent. Et bien sûr, avant de clore cette émission, le mot de la fin pour chacun d'entre vous, je pourrais vous orienter dans ce sens et vous demander quelle est votre conviction sur l'impact que peuvent avoir les startups dans l'éducation en Afrique de l'Ouest, dans la zone UEMOA, d'ici 5 à 10 ans. Imaginons un étudiant qui est à Kédougou, une région très éloignée où la connexion Internet est très limitée. Aujourd'hui, grâce à nos solutions EdTech, il aura accès à du mentorat en temps réel, à un tuteur qui peut corriger ses exercices et lui accompagner et surtout lui fournir un accompagnement personnalisé. Avant les textes, ce cas n'était pas possible. Mais aujourd'hui, chaque étudiant peut avoir un tuteur à son côté et travailler pour réussir ses études et surtout changer sa vie. Amaël? Alors aujourd'hui, on sait qu'on a des défis réels qui existent en matière d'éducation dans la zone. On a des classes qui sont surchargées, on a un problème d'accès pour les zones rurales à une éducation de qualité, on a les filles et les jeunes femmes qui ont beaucoup moins accès à l'éducation que les hommes, on a le défi de l'employabilité et tous ces problèmes-là, les EdTech sont des solutions, peuvent y être des solutions concrètes. Donc c'est une vraie opportunité de pouvoir développer des EdTech sur le continent et elles ont un très grand rôle à jouer sur les 5 à 10 prochaines années. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des partenariats qui soient mis en place et il faut qu'il y ait un vrai écosystème derrière qui puisse éclore. Donc ça veut dire avoir des investisseurs, avoir des accélérateurs comme Etrilabs qui jouent leur rôle et puis avoir du public qui emmène leur pierre à l'édifice. Donc il faut vraiment créer tout un écosystème autour de ça pour s'assurer qu'on puisse avoir des écosystèmes aussi développés que ceux qu'on peut trouver dans les pays européens, mais également dans les pays anglophones d'Afrique qui existent aujourd'hui. Hakim, nous t'écoutons. Aujourd'hui, plus que jamais, l'éducation africaine a besoin du soutien des acteurs locaux. Ce sont ceux-là qui connaissent les réalités du terrain, qui connaissent les challenges des acteurs qui y travaillent, qui savent comment l'éducation est faite. Et il faut que les pouvoirs en place, nos États, nos gouvernements, les investisseurs, puissent soutenir ces initiatives-là pour que l'éducation africaine puisse vraiment prendre son essor. Et je pense qu'on y est. On va continuer à le faire. Et c'est ce que le GECRO fera pour des années encore. Merci Hakim pour ces paroles prometteuses sur l'avenir de l'EdTech sur notre continent. Merci à tous également d'avoir participé à cette émission. Amaël, Ousseynou, nous vous souhaitons bonne continuation dans vos projets et initiatives respectives. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro des EdTech Monday UEMOA.